L'intervenant explique que les forces de l'ordre savent parfois manifester leur opposition lorsqu'elles refusent réellement une mission, en citant un exemple du 25 avril 2019, où les membres de la CRS 51 chargés d'assurer la sécurité de 2 secrétaires d'État se sont tous déclarés malades, empêchant ainsi la mission. Parce que quand ils veulent vraiment pas faire quelque chose, ils le font pas. La dernière fois que c'est arrivé, c'était le 25 avril 2019. C'était pour un déplacement de Monsieur Nunez et de Madame Schiappa, qui étaient tous les deux secrétaires d'État. Et sur un déplacement, une CRS devait assurer leur sécurité, la CRS 51. Et ce jour-là, ils étaient tous malades. Voilà, une petite dépression passagère. Donc en fait, quand ils veulent pas faire quelque chose, ils savent le faire. La dernière fois qu'ils ont porté leur courage, 2019. Donc ça, quand même, ça date un petit peu. Et pour tout ce qu'a raconté Dieudonné, moi j'étais au RG à cette époque-là, et je me souviens de l'urgence de la situation, des notes qui nous tombaient. Vite, faut faire des notes sur ce qui se passe dans les spectacles de Monsieur Dieudonné. Donnez-nous tout, faut les interdire, c'est incroyable. Donc à l'époque, on n'était pas nombreux à dire non, on va pas le faire en fait. Hein, je pense que moi j'ai dit c'est pas possible parce que je vais pas le faire pour 2 raisons. Parce que ce qu'a expliqué Dieudonné, c'est qu'un, déjà, c'est une décision administrative. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a vraiment, moi j'ai dit, s'il y a vraiment des choses très graves qu'on empêche à donner, parce que là, je reprends le communiqué de presse parce qu'on dit attention, il fait un spectacle qui porte atteinte à la mémoire de la Shoah. Cela ne fait aucun doute. Ah, très bien. Si ça fait aucun doute, au tribunal, du coup. Et puis, du coup, c'est un juge qui décide. Parce que là, on revient en fait sur les mêmes méthodes qu'ils utilisent depuis qu'ils ont amplifié, par exemple, avec Xavier Moreau. Vous reprenez, la circulaire de Valls, là. De Valls, le communiqué de presse qui l'accompagnait. Elle est intéressante. Donc, en fait, ils affirment des choses en disant, c'est comme ça, il n'y a pas de doute, donc il n'y a même pas besoin d'un juge. Non, je rappelle que les décisions administratives n'ont rien à voir avec une décision de justice. Hein. C'est-à-dire que c'est un ministre, c'est des politiques qui prennent des décisions. Et aujourd'hui, ils ont tellement réussi à amplifier le système que, malheureusement, Dieudonné a servi de laboratoire d'expérience. Et on arrive à Xavier Moreau, où on dit, le ministre, Monsieur Barrot, donc Xavier Moreau, qui a été interdit de l'Union européenne, est maintenant élu de la France, mais Macron l'a empêché d'aller au Canada. Enfin, je veux dire, on arrive à des choses incroyables. Mais derrière, en fait, il a été sanctionné de façon administrative. Et quand Jean-Noël Barrot fait sa conférence de presse, il dit, donc Jean-Noël Barrot, pour ceux qui ne le connaissent pas, notre ministre des Affaires étrangères, parce que maintenant il circule tellement vite que des fois on ne les voit plus, qui dit, en fait, on n'a pas fait de jugement parce qu'il aurait dû avoir un contradictoire, c'est quand même compliqué, on fait des choses, voilà. Donc en fait, ils sont en train de prendre des mesures administratives surtout pour remplacer la justice, aller vite, et c'est du totalitarisme pur et dur. Parce que par exemple, la même chose qui avait été faite pendant les lois antiterroristes, qu'ils ont pris en 2015. Ils ont dit attention, il y a les Bataclan, c'est catastrophique. Donc ça, c'est catastrophique. Il y avait des mesures à prendre. Et la mesure à prendre, ça a été on va faire des lois terroristes pour empêcher les gens de manifester. Résultat, les premiers qui ont été bénéficiaires de cette loi magnifique, c'est les militants écologistes sur la COP 21. Pour pas qu'ils aillent manifester quand c'était à Paris. Donc en fait, ils détournent tous les pouvoirs judiciaires pour enlever le judiciaire, pour faire de l'administratif. Donc là, voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Et à l'époque, je m'étais battu avec le syndicat déjà à l'époque en disant quel que soit ce que dit M. Dieudonné, en fait, nous, on est assez légaliste, on s'est engagé dans la police parce qu'on aime bien que les choses soient carrées. Et là, c'est absolument pas carré. C'est un ministre qui a pris ça sur un coin de table, qui a dit, non, maintenant, c'est non. Et après, on mobilise donc les services sur place, on mobilise les services de renseignement qui ont vraiment d'autres choses à faire, surtout après les attentats du Bataclan, que d'aller s'occuper de savoir qui vient au spectacle de M. Dieudonné. Et enfin, dernière chose, effectivement, ce qui a bien été expliqué, c'est qu'aujourd'hui, la Macronie, en fait, elle s'en fiche des troubles à l'ordre public, pour de vrai. Parce qu'effectivement, ils préfèrent dire, c'est nous les chefs et on va faire comme on a dit. Je vais donner des exemples, parce que moi j'ai eu des manifestations, donc là c'était pas un spectacle, c'était une manifestation syndicale. À 15 jours d'intervalle, la première semaine, on a eu un chef de dispositif qui a pris les notes RG, qui a dit oui, ils manifestent, ils s'arrêtent 10 minutes sur un carrefour, on va encadrer, et puis ils repartent sur leur manif. La semaine d'après, ils ont dit non, on a des ordres très clairs, les manifestants n'ont pas le droit de s'arrêter dans tel carrefour. Résultat des courses, les manifestants sont allés à Versailles, sont partis dans tout Versailles. Il y aurait pu avoir des accidents à la circulation, tout le monde était partout. Donc ce qui arrive sur ça, et puis par exemple, c'était M. Philippot qui a eu la même chose quand il a voulu faire un dîner, c'était en Belgique. On lui a dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le restaurant. Mais c'est une zone privée. Donc il a fait sa conférence sur le parking. Donc je ne suis pas sûr que ce soit tellement mieux au niveau de la sécurité et de l'ordre public. Et après, effectivement, la violation de domicile qui a été évoquée, ça malheureusement c'est une fabrique de la Macronie, c'est quelque chose qui est sacré normalement, le domicile et la propriété privée, c'est dans la Constitution parce que c'est dans les droits de l'homme dès 1789. Donc, du coup, normalement, c'est fini, c'est sacré. Maintenant, on rentre chez tout le monde. On rentre chez les gens qui accueillent des spectacles, on rentre chez les gens qui ont des fermes avec des vaches à vacciner. Voilà, mais par contre, dans les autres histoires, on rentre pas chez les gens quand il y a des problèmes un peu plus graves. À l'Élysée, par exemple, on rentre pas. Les juges n'ont pas le droit de rentrer. Il y a certains endroits où il faut pas faire d'enquête. Donc voilà, donc en fait, c'est ce poids, double mesure qui n'a rien à voir avec la justice, où on a un pouvoir politique totalitaire qui contourne la justice pour donner des directives. Et la chose derrière qui est très importante, c'est qu'une fois que le spectacle de M. Dieudonné est passé,
et bah du coup les gens ils peuvent plus revenir. Donc c'est-à-dire que même si après il y a un procès qui dit ah vous aviez pas le droit de le faire, le mal est fait en fait. Les gens n'ont pas pu aller s'amuser à un spectacle, les recettes n'ont pas pu être encaissées et derrière du coup l'État français va payer, c'est-à-dire nous on va payer les conneries de nos politiques. Donc en fait, c'est quelque chose de dramatique. Ça a été enclenché effectivement avec Valls et l'affaire Dieudonné, mais depuis, ça s'est amplifié et ça continue. On y va, roule ma poule. Oui, puisque vous avez eu raison d'ailleurs de lire un petit extrait de la circulaire relative à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme lors de la tenue de spectacle. Enfin bref, la circulaire d'Emmanuel Valls le 6 janvier 2014. Je vais lire quelques phrases. Alors que M. Dieudonné Mbala s'apprête à entamer une tournée avec son spectacle dont le caractère antisémite et les atteintes virulentes et choquantes à la mémoire des victimes de la Shoah ne font aucun doute, le ministre de l'Intérieur a souhaité préciser les moyens d'action aux maires et aux préfets. Alors, et ensuite deux motifs peuvent être invoqués. Le premier, classique, s'appuie sur le constat que l'autorité publique ne dispose d'aucun autre moyen que l'interdiction pour prévenir les troubles matériels. Le second, jusqu'à présent peu usité, il le reconnaît, tient au fait que le spectacle constitue en lui-même un trouble à l'ordre public, dans son contenu, dès lors qu'il porte atteinte par sa teneur à la dignité de la personne humaine. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça continue, alors que maintenant, vous n'avez plus le même spectacle. Et en fait, ça continue, cette circulaire. Donc, en fait, même les arguments de la circulaire ne sont plus valables. Et juste une précision, une circulaire dans l'ordre administratif de la hiérarchie des normes. Hein, oui, c'est très... ça sert à... Enfin, c'est juste une explication d'un texte de loi. Donc là, il n'explique rien, il prend une décision. Donc, c'est encore plus catastrophique. Oui. Il y a le loi, les décrets, il aurait pu... Voilà, là, c'est un truc qui dit, ouais, moi, en tant que ministre, j'estime qu'on devrait faire comme ça, quoi. Mais en fait, c'est même pas... coercitif, à part la seule chose que Dieudonné a expliqué, c'est qu'effectivement les préfets jouent leur carrière. Bon, mais du coup là on est sur du chantage administratif interne. Mais donc voilà, et puis après il a dit en plus les propos sont constitutifs d'infractions pénales délibérées. Ah, très bien, si c'est une infraction pénale, allons au tribunal. Oui. Et bien du coup non. Oui, mais le tribunal, c'est après le spectacle, c'est ça le problème. Oui, mais du coup, voilà, mais en fait, c'était ni faire ni à faire d'un point de vue légal. Les policiers, à l'époque, ont tout fait. On n'était pas très nombreux à dire que ça pose problème et toutes les atteintes à la liberté depuis... Vous l'aviez dit, vous ? Ah ben moi, à l'époque, j'étais au RG, j'ai dit, je fais pas, moi, la note de renseignement sur les spectacles de Dieudonné, ça va pas être possible. Et pour les motifs évoqués, c'est pas dit, moi, j'ai rien... j'ai dit, quoi qu'on en pense, là, d'un point de vue légal, c'est ni faire ni à faire. Voilà, donc ce sera non. Il y a eu un peu de résistance, quand même. Ouais, mais très léger, hein, parce qu'on a pu voir le résultat derrière. Moi, j'ai été viré. Enfin, du coup, on est encore en procès, mais parce qu'ils n'ont pas le droit à la base. Mais voilà, mais du coup, ça a des conséquences. Et les gens... vous êtes en procès à cause de ça ? Non, mais c'est pour toute mon œuvre qu'on est en procès. Voilà, mais c'est Darmanin qui m'a viré. Mais du coup, ils m'ont viré parce qu'ils m'ont dit on n'aurait pas dû vous virer, donc on vous a mis à pied. Et comme on vous a mis à pied, ils m'ont dit 6 mois après, vous n'étiez pas dans votre service pendant 6 mois, donc on vous vire. Je fais, c'est vous qui m'avez mis à pied, donc je ne dois pas être dans mon service. Donc on est encore en procès. Voilà. Donc en fait, on est géré par des gens qui ne c'est pas leur argent, c'est leur ego. Et en fait, tous les gens qui peuvent avoir une voix dissidente, ils utiliseront des moyens, tout sauf l'ego pour le coup, pour faire taire les gens. Dieudonné, peut-être vous voulez réagir à cette information d'un ancien RG qui avait suivi votre affaire du coup. Oui, mais c'était tout à fait exact et c'est allé jusqu'au Conseil d'État et à ce juge Stirn qui va faire pondre ce qui est devenu l'ordonnance Dieudonné du 9 de janvier 2014 qui interdit un spectacle a priori. Donc c'est une validation. Et je me souviens d'ailleurs d'une association qui disait, de toute façon, les médias l'ont condamné, la justice devra entériner, devra suivre, quoi. Et c'est impressionnant. Qui avait dit ça, pardon ? C'était Jakubowicz, le président de l'ICRA. Il avait dit les médias l'ont condamné, la justice devra suivre. Et c'est drôle parce que dans mon affaire et donc dans cette note Epstein, on voit bien que c'est actionné dès fin 2013. Eh bien, c'est un réseau extrêmement puissant dont les décisions, les instructions suivent et poursuivent et survivent même aux ministres qui se succèdent. Et quand Ariane de Rothschild me décrit comme un homme politique, je comprends que toutes ces marionnettes politiques ne font que se soumettre à un pouvoir qui est un peu au-dessus d'eux. On a des photos, d'ailleurs, je vous les ferai parvenir, entre Manuel Valls et Ariane de Rothschild. C'est intéressant parce que pour moi, évidemment, dans mon cas, je comprends beaucoup mieux. C'est que je crois qu'il y a des personnes dans l'ombre qui font les carrières politiques, et qu'Ariane de Rothschild en fait partie,
Et d'ailleurs, dans les mails que j'ai pu lire là récemment, on voit bien que Ariane de Rothschild est fragile sur ce sujet et que elle en rit dans les mails avec Epstein. Euh, et donc c'est passionnant pour un humoriste qui a dénoncé le pouvoir, ben, de constater que au-dessus de ces marionnettes, de ce qui nous est présenté comme le pouvoir, eh bien, il y a un pouvoir qui est dans l'ombre. Moi, ça n'est pas du complotisme, puisque moi, c'est réel, j'ai les preuves matérielles de ces mails. Il y a des gens, et en fait, c'est dans ce système, c'est l'argent qui contrôle tout, quoi. Et qui possède l'argent? Quelle est la femme la plus riche de France? Euh, Quel est le groupe? Quelle est la banque privée la plus riche capable de faire et défaire les États? C'est Napoléon, déjà à l'époque, vous vous rendez compte, qui s'en prenait à la banque Rothschild en disant ceux qui ont vraiment le pouvoir, ce sont eux. Car la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, disait-il. Effectivement, c'est eux qui gouvernent. Ce sont des rois sans couronne et pleurnichards. Et c'est vrai que on est aujourd'hui dans ce système et quand on s'étonne des liens entre aujourd'hui les médias, les politiques et Israël, par exemple, il suffit de savoir que Edmond Rothschild, celui qui est à la tête, enfin qui a été le fondateur de cette banque privée, il est bienfaiteur de Yishuv, c'est-à-dire il est à l'origine de la création de l'État d'Israël. Donc, quand vous savez que ensuite vous avez eh bien, donc Jeffrey Epstein qui est lui agent du Mossad, et que finalement c'est eux qui organisent la censure et qui nous expliquent ce qui est bien ou pas bien. Il suffit de voir les médias en France qui sont pour en grande partie contrôlés par des franco-israéliens. J'imagine que ce sont pas des franco-israéliens qui sont progressistes, enfin, qui sont ouverts d'esprit comme ceux qui sont en train de se battre en Israël pour contre Netanyahou. Enfin, j'imagine que il y a aussi là-bas des gens qui réfléchissent à un avenir et qui s'opposent à ces gens qui sont en train de s'effondrer sur eux-mêmes. Et je crois que le déclencheur, c'est Epstein. Il est, euh, il est le déclencheur d'une implosion totale de tout un système qui va, je pense, moi, toucher la France très, très, très prochainement. Et je crois que d'ici aux prochaines élections, on va avoir des révélations qui vont, euh, qui vont entraîner un état de sidération de la part des Français, de savoir à quel point ce pays est dirigé par des gens que l'on ne voit pas, que l'on ne voyait pas. On était considérés comme des complotistes lorsque l'on mettait pointait le doigt dans leur direction, puis comme dans une mauvaise pièce de théâtre, le projecteur a dévissé, a éclairé la coulisse, et ces révélations Epstein, eh bien, mettent en metteur en scène aujourd'hui une Ariane de Rothschild qui n'a peut-être pas l'envergure, mais enfin en tout cas qui représente la société de production du grand spectacle républicain démocratique. Parce que ce qu'on sait maintenant, avec cette révélation concernant Ariane de Rothschild et la réponse d'Epstein, c'est que Ariane de Rothschild a donné ses ordres. Elle a donné ses ordres et Epstein les a relayés, bien sûr. Emmanuel Valls les a appliqués. Mais moi, ce qui me sidère, justement, c'est que tout cet appareil institutionnel français, qui avait commencé par faire la Déclaration française des droits de l'homme sur la liberté d'expression et dans son article 11, et au fur et à mesure, jurisprudence, la Troisième République, etc., avait balisé le terrain, c'est-à-dire principe de les excès éventuels de la liberté d'expression, c'est contrôle a posteriori par le juge. Voilà, c'était ça le principe. Eh bien, les magistrats français, à commencer par les magistrats de l'ordre administratif, ont totalement violé ces principes et c'est tout à fait extraordinaire parce que il y avait une jurisprudence, le fameux arrêt Benjamin du Conseil d'État, mais ils l'ont piétiné. C'est-à-dire que ces gens qui ont fait l'ENA, qui rentrent dans les tribunaux administratifs, qui sont au Conseil d'État, prout là, eh bien, ils ont piétiné tous les principes qu'on leur a enseignés parce que Madame de Rothschild a donné ses ordres. Au bout d'un moment, si vous voulez, moi je fais cette présentation, je me dis mais
Mais c'est sidérant, quoi. Parler de sidération, mon cher Dieudonné. Hein. Et donc, ensuite, il y a les magistrats de l'ordre judiciaire. Là aussi, lorsque je vois, alors j'apprends que vous étiez hier encore poursuivi pour apologie du terrorisme. Le principe tout quoque, c'est toi aussi pour ne prendre que cet aspect judiciaire. Ce principe veut que on poursuive tout le monde pour apologie du terrorisme. Si apologie il y a, mais il y a eu des centaines et des centaines de poursuites dont vous êtes également l'objet pour apologie du terrorisme dès lors qu'on soutenait la lutte palestinienne. Alors bientôt on aura une loi, hein, la loi Yadan-Berger qu'on va avoir bientôt, hein, et pas une poursuite pour les milliers d'apologies du terrorisme israélien, apologie de crimes de guerre, apologie de crimes contre l'humanité, apologie du terrorisme, l'histoire des pagers qu'on avait fait exploser en tuant des enfants et en aveuglant des civils, c'était, et je le répète à chaque fois, c'est une violation d'une convention internationale que Israël a signé, et c'est donc un acte terroriste par l'État israélien. Eh bien, ça a été des acclamations dans toute la presse mainstream. Oui, on a dit que c'était une opération très bien menée. Donc, vous avez des magistrats de l'ordre administratif. Alexandre nous a parlé des préfets et des policiers, mais moi je parle maintenant de l'autre pilier du système, c'est-à-dire les magistrats de l'ordre administratif et les magistrats de l'ordre judiciaire qui violent leur serment et qui violent les principes, les réglementations. Attendez, excusez-moi, la déclaration des droits de l'homme. C'est pas rien quand même, c'est une valeur constitutionnelle. Eh bien, il la piétine sans aucun état d'âme. C'est terrible. Et tout ça, je suis désolé, on peut le présenter comme ça, tout ça parce que Madame de Rothschild a donné ses ordres qui ont été relayés par Monsieur Epstein, charmant relais effectivement, et ensuite appliqués par un gangster politique qui s'appelle Manuel Valls. Voilà. Alors Dieudonné, c'est le martyr parce que il concentre lui. Enfin, c'est phénoménal. C'est phénoménal, ces laboratoires, ces symboles, 70 procédures. Quand on voit c'est grotesque en plus, toutes ces interruptions de spectacle, cette espèce d'acharnement, c'est inouï. Enfin, bon, donc je termine là-dessus, mon cher Dieudonné. C'est pour moi la sidération. J'ajoute une petite chose au passage, c'est que vous savez, j'ai des bestioles chez moi, je m'occupe beaucoup j'ai longtemps hésité avant de prendre un chat. J'ai des chiens, des cochons d'Inde, etc. Parce que je pensais à Poutine, mon cher Dieudonné, parce que Dieudonné a fait un sketch sur son chat qu'il appelait Poutine, qui est une friandise que je réécoute de temps en temps et même assez fréquemment. Et donc, mais mon chat, moi, n'est pas aussi terrible que le chat de Dieudonné. Il était question, enfin, Dieudonné a abordé la question d'une révolte après la sidération, une révolte populaire, le fait que les gens en aient vraiment marre. Est-ce que vous y croyez, ça? Parce que malheureusement, et on le voit pour les accusations aujourd'hui de pédocriminalité qui ne font qu'augmenter, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui va manifester dans les rues, malheureusement. Régis, sur la révolte populaire. C'est d'abord la révolte populaire. Les gens s'y sont essayés. Avec les Gilets jaunes, il y a eu les manifestations contre la loi sur les retraites. Ça a été encadré. Et les Gilets jaunes, on les a matés. On les a matés par la force. On les a matés aussi par une répression judiciaire jamais vu depuis la guerre d'Algérie. Donc l'État a des outils. Moi, c'est ce que j'appelle le fascisme déjà là. Toutes ces violations des grands principes concernant la liberté d'expression, c'est une manifestation de fascisme déjà. Alors, ensuite, il y a eu la mise au pas dans la dystopie Covid. Donc, ce qui fait que je me demande dans quelle mesure ça n'a pas aussi désamorcé cette pratique française, quoi. Les gens sortaient facilement dans la rue, allaient facilement manifester, etc. Maintenant, c'est devenu dangereux. C'est devenu dangereux d'abord parce qu'on vous nasse, on vous frappe, on vous brutalise, et ensuite on vous met en garde à vue illégalement, et ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, on vous défère devant les juges qui vous condamnent à de la prison ferme. 3000 peines de prison ferme pour les Gilets jaunes. Donc je comprends que ça inquiète, enfin, je veux dire, que ça provoque de l'appréhension, et que on envisage d'autres peut-être façons de s'opposer à ce système.
problème. Le problème que je constate, moi, c'est que là, comme on a une élection présidentielle normalement l'année prochaine, hein, j'ai un peu l'impression que tout le monde s'en remet. On va aller voter, on va pouvoir s'en... Non, je pense qu'ils vont la truquer ou ils vont la supprimer, cette élection. Vous connaissez ma position, Clémence. Et donc, malheureusement, je crains la démobilisation. Oui, de toute façon, on va voter en avril de l'année prochaine, hein, et par conséquent, on va pouvoir changer. Je pense qu'ils partiront pas comme ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce en l'air. Bonne journée à tous.